Grégory, je suis le chef de culture de ce jardin depuis juillet 2023. J'arrive d'un ministère différent puisque je suis enseignant à la base, j'enseigne l'aménagement paysager et puis j'ai eu l'opportunité de prendre le poste ici l'année dernière. Le rôle du jardinier ici est simple, c'est gérer les collections botaniques. Donc je travaille en partenariat avec deux collègues importants qui sont les responsables des collections botaniques. Et nous, notre travail, c'est de faire en sorte que ces collections botaniques respectent le cahier des charges d'une collection botanique. Et le cahier des charges d'une collection botanique, c'est de présenter le maximum de végétaux botaniques, donc naturellement présents dans des espaces naturels. Et puis l'objectif également d'une collection botanique, c'est de faire en sorte que ces végétaux, ce qui est la spécificité ici, soient présentés dans leur environnement qui est assez naturel. Et la particularité de ce jardin ici, c'est justement ça, c'est qu'on est sur un jardin alpin qui respecte justement ce cahier des charges environnementales qui est lié à l'influence montagnarde. Nous, notre rôle, c'est à partir de mai, dans ce jardin, faire en sorte de préparer la saison estivale qui va débuter à partir du 1er juin. On ouvre le jardin au public le 1er juin. Et donc on a globalement un mois pour sortir le jardin de sa phase hivernale. Et sortir le jardin de sa phase hivernale, c'est réinstaller déjà tout le mobilier. Parce qu'on ne peut pas laisser le mobilier d'hiver à l'extérieur. Parce que ici, il faut imaginer que cet espace il est sous globalement 3 mètres de neige en hiver. Et quand je dis 3 mètres de neige en hiver, en fonction des saisons, c'est 3 mètres de neige qui peuvent aller jusqu'à la phase printanière, puisque cette année, on a eu certains secteurs du jardin qui n'ont réouvert au public qu'à partir, on va dire, du 10 juin, puisque jusqu'au 10 juin, il y avait encore beaucoup de neige sur certains secteurs. Donc ça, c'est notre premier travail. Le deuxième travail, c'est de resécuriser l'intégralité du site, puisqu'en fait, on a beaucoup de garde-corps, parce qu'on a des espaces en dénivelé qu'on est obligé de sécuriser vis-à-vis de l'utilisation de l'espace au public. Donc on réinstalle nos garde-corps. Et puis on va réouvrir également sur le mois de juin tous les espaces de protection des végétaux un peu sensibles. On a derrière nous là, les cultures surélevées, donc les raised beds. Donc on va réouvrir les box de protection. Et puis on fait le même travail sur la zone de pépinière. En fait, ce sont des box de protection qui vont à la fois protéger le végétal, pas tellement de la neige, parce qu'en fait la neige elle est essentielle pour ces végétaux-là, elle leur sert de protection hivernale contre le froid. C'est surtout protéger les plantes contre des petits ravageurs qui finalement en période hivernale restent toujours en activité, à savoir les campagnols. On a des campagnols qui aiment bien vivre finalement sous le manteau neigeux, entre le manteau neigeux et puis la surface du sol. Ils vont créer des petites galeries en surface de sol et puis ils vont se nourrir de ce qu'ils trouvent en période hivernale, c'est-à-dire qu'ils vont se nourrir des plantes qu'ils vont trouver. Alors quand on est dans les massifs ou dans les rocailles, ce n'est pas très gênant. Par contre, dans les espaces de collection très fragiles que sont les raised beds ou la pépinière, là on est obligé de tout fermer, mais de tout calfeutrer pour éviter ce risque d'introduction des campagnols dans nos zones de protection. On a également un tunnel qu'on réinstalle, puisque durant la période hivernale, finalement, ce n'est pas une période morte, il y a énormément de travail dans la période hivernale, pas dans le jardin, mais au niveau de nos bureaux à Grenoble, puisqu'en fait on dépend de l'université de Grenoble, et donc nos bureaux se trouvent à Grenoble, et au niveau de Grenoble, on a une serre de production, qui est une serre expérimentale alpine, et donc on s'en sert notamment pour faire tous nos semis. Donc toutes les plantes de collection qui sont ici sont des plantes qui sont référencées, c'est-à-dire qu'elles ont un numéro d'introduction et on sait exactement d'où elles viennent, leur provenance botanique. Donc on n'achète jamais de plantes en jardinerie, on n'achète jamais de plantes chez des producteurs. Donc toutes nos plantes sont issues de semis, on va faire les semis à partir de janvier. Et puis nos plantes, elles vont monter en altitude en fonction de quand on aura installé le tunnel. Donc cette année, le tunnel, on l'a installé fin mai. Et donc toutes nos plantes sont arrivées ici fin mai, début juin. Donc le tunnel nous sert de phase de transition, c'est un sas de transition entre l'environnement climatique de Grenoble et l'environnement alpin du Lautaret. Et en fait, il faut vraiment comprendre qu'ici on est sur un milieu qui est vraiment très brutal pour les plantes qui n'y sont pas habituées. Et on se rend compte que toutes les plantes qu'on va monter en altitude vont marquer une phase de blocage et pour beaucoup, un renouvellement de leur appareil foliaire.
Donc elles vont complètement changer leur appareil foliaire. Alors ça peut être progressif pour certaines, ça peut être beaucoup plus brutal pour d'autres, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont petit à petit remplacer leurs feuilles et faire disparaître leur ancien feuillage, et il y en a d'autres qui au contraire vont tout faire sécher d'un seul coup pour repartir de cœur. Donc ça c'est vraiment une spécificité. Alors l'intérêt de semer nos plantes à Grenoble, c'est qu'on va gagner un petit peu de temps de production, parce que finalement si on faisait nos semis ici, on ne pourrait débuter nos semis qu'en juin, et puis on ne serait pas du tout certain de finalement le résultat, le pourcentage de réussite serait très moyen. À titre d'exemple, on a fait pour une expérimentation dans le cadre d'une conférence qui s'est déroulée hier, on a fait un semis de haricots. Et en fait, nos haricots ont mis énormément de temps à germer. Et puis une fois qu'ils ont germé, finalement, ils sont restés très très courts. C'est-à-dire que même en les plaçant dans le tunnel, même en suivant l'arrosage, même en ayant une fertilisation adaptée, on se rend compte qu'ils ont cette incidence très marquée liée au climat, où finalement les plantes sont bloquées et n'arrivent pas à pousser. Donc ça c'est vraiment un facteur important. À partir de juin, c'est l'ouverture au public. Alors en mai, on est 3 à travailler, donc je travaille avec 2 saisonniers, qui sont là jusqu'à la fermeture du jardin. Et puis à partir de juin, on va travailler avec nos équipes de jardiniers stagiaires. Donc on va recruter, on fait paraître notre offre de recrutement, on la fait paraître en novembre pour pouvoir avoir des équipes qui sont fixes à partir du mois d'avril-mai. Donc on fonctionne avec 5 stagiaires pour chacun des mois. Donc 5 stagiaires en juin, 5 en juillet et 5 en août. Et ça nous permet quand même de répondre à une demande importante dans le jardin, qui est cette demande de gestion des collections. Ce qu'on entend par gestion, c'est une intervention à court terme. Donc le court terme, c'est la gestion des plantes qui vont s'installer dans les massifs, qui sont des plantes naturellement présentes dans l'environnement, dans le jardin, mais qui vont avoir tendance à venir s'installer dans le massif. Ce qu'on pourrait appeler des mauvaises herbes, si vous voulez, même si en termes d'aménagement paysager, la notion de mauvaise herbe est à relativiser. Bon, toujours est-il qu'il faut qu'on les régule, parce que nous sommes jardin botanique et pas jardin ornemental. Et qui dit jardin botanique dit une individualisation visuelle de chacune des plantes de collection. On ne peut pas se permettre d'avoir entre ces végétaux des plantes qui seraient naturellement présentes dans le jardin, mais qui finalement n'auraient rien à faire dans la rocaille considérée. Donc il y a un gros travail de désherbage. Alors, c'est à la fois du désherbage vis-à-vis des plantes qui n'ont rien à faire dans le massif, mais c'est aussi de la régularisation. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que dans un massif, dans une rocaille, les plantes qu'on va y installer vont avoir des développements très différents. On va avoir des plantes qui naturellement ont un développement très petit, très confiné, très restreint. Et au contraire, on a des plantes qui vont coloniser très rapidement l'espace. Et là, notre travail, c'est aussi de réguler justement ces plantes, de faire en sorte que chacune des plantes trouve sa place et qu'il n'y en ait pas une qui vienne boulotter les autres. Donc ça, c'est un gros travail. Donc finalement, on estime que le travail de gestion à court terme des massifs, c'est 50 à 60% du travail durant la saison estivale. Donc ça, il faut vraiment en être conscient. Ensuite, gérer les collections botaniques, c'est aussi faire en sorte qu'il y ait un renouvellement qui s'installe régulièrement dans le jardin. Et le renouvellement, c'est faire en sorte que chacune des rocailles, chacun des massifs, soit à un moment donné, alors plutôt sur du moyen et du long terme, renouvelé. Renouveler, ça peut être très léger, ça veut dire ce qu'on va appeler plutôt du confortement. On va renforcer le visuel du massif, on va faire de la plantation complémentaire, on va diviser des plantes qui prennent un peu trop de place, on va peut-être réintroduire un petit peu d'enrochement. Ça c'est le plus simple. Et puis on peut être beaucoup plus ambitieux, et puis partir du principe que la rocaille qui est face à nous, elle a besoin d'être refaite intégralement, depuis la transplantation des végétaux qu'on envisage de conserver, la transplantation de l'intégralité de la terre, parce qu'on estime que cette terre n'est plus adaptée à ce qu'on veut faire de cette rocaille, et puis retirer l'intégralité de l'enrochement, parce qu'on estime que l'enrochement qui est en place, finalement, ne correspond plus aux attentes d'une collection botanique de plantes alpines, la rocaille. On a finalement des rocailles qui sont assez datées. Ce n'est pas daté en termes d'âge, c'est daté en termes d'époque historique. Et on arrive à reconnaître des rocailles qui datent par exemple des années 80, qui finalement sont plutôt un terrain en pente avec quelques roches pour stabiliser l'ensemble. Là, ce qu'on essaye de faire depuis quelques années, c'est plutôt de partir sur des terrasses de plantation stabilisées par de l'enrochement, ce qui permet d'avoir des poches de plantation beaucoup plus profondes et ce qui permet d'avoir des végétaux qui s'installent un petit peu plus rapidement. Et puis à partir du mois d'août, c'est fermeture du jardin au public,
Mais ce n'est pas la fin du travail pour nous, puisqu'on a encore derrière 2 mois de travail. Et donc ces 2 mois de travail, c'est finalement tout l'inverse de ce qu'on aura fait au printemps. C'est-à-dire préparer le jardin à l'hivernage. Et préparer le jardin à l'hivernage, c'est remiser tout le mobilier, démonter tous les panneaux de communication, retirer tous les garde-corps, fermer tous les box de protection des végétaux. Et puis, en fonction finalement du climat, l'année dernière, en 2023, on a eu un mois de septembre qui était exceptionnel. Donc finalement, en septembre, on a pu continuer à travailler dans des rocailles en termes de réaménagement de rocailles. Alors c'est un peu plus dur pour nous parce qu'on a toute la saison estivale qui est là. Donc on est un peu fatigué en septembre. Et retravailler de la roche, parce que finalement tous les travaux ici sont faits manuellement. On est sur un espace qui présente une échelle plutôt individuelle en termes de déplacement, des toutes petites circulations. Donc on a certaines interventions qui sont pseudo-mécanisées avec des petites brouettes à moteur. Mais finalement tout ce qui est gros enrochement, on n'a pas d'autre solution que de tout déplacer manuellement. Donc on est limité par rapport à ça, par rapport à la taille des roches. Et des fois, en septembre, soulever de la roche, c'est épuisant. On est très fatigué déjà, on sort de la saison estivale. L'objectif premier quand même de septembre-octobre, c'est de dire on hiverne le jardin, on prépare le jardin à la période hivernale et on anticipe déjà sur la saison suivante parce que finalement, on va intervenir dans les massifs et dans les rocailles de façon à supprimer le maximum de déchets herbacés qu'on pourrait avoir au final au printemps et qui nous obligerait au printemps à retirer ces déchets. Donc finalement, on anticipe un petit peu, ce qui nous permet de gagner un peu de temps sur la saison suivante. En fait, le travail de replantation, il est minime. Ici, on est 99% des végétaux sont des plantes pérennes, donc vivaces. Alors, plus ou moins vivaces, c'est-à-dire qu'on a des plantes qui ont une durée de vie qui est assez courte. Pour les plus courtes, 2 années, ce qu'on va appeler des bisannuelles, sauf qu'au bout de la 2e année, elles vont se ressemer abondamment. On a des vrais vivaces qui ont une durée de vie courte de 3-4 ans, donc pendant 3-4 ans, elles vont se ressemer abondamment. Et puis on a des vivaces qui ont des durées de vie beaucoup plus longues et qui ont un mode de développement qui est assez différent. Donc finalement, quand on parle de plantation complémentaire, c'est soit parce que on a finalement dans des rocailles ou des massifs existants des plantes qui finissent par disparaître. Alors elles disparaissent soit parce qu'elles sont en fin de vie, ce qui arrive, et elles disparaissent soit parce que le milieu s'est fermé et elles n'ont plus suffisamment d'espace pour se ressemer. Donc ça c'est valable pour les plantes bisannuelles et puis celles qui ont une durée de vie assez courte. Si l'espace se ferme trop, elles ne peuvent plus se ressemer, donc elles disparaissent. Et puis on peut être amené à replanter, tout simplement parce que on est dans la logique finalement où on réaménage une rocaille. Et donc on conserve les plantes initialement présentes, on les place en jauge le temps de réaménager la rocaille. Donc ces plantes, on les conserve, on les met en jauge et on va les compléter avec des nouvelles plantations. Donc ça peut être aussi la logique. Et puis la logique, ça peut être aussi de dire, on se rend compte finalement que dans l'aménagement qu'on a fait il y a quelques années, on a encore des poches de plantation disponibles, des espaces vides, et c'est l'occasion finalement d'occuper ces espaces avec d'autres végétaux. Donc voilà ce qu'on entend par plantation. Bon, globalement, on va planter entre 300 et 500 végétaux, enfin plantes dans l'année, quoi, voilà, à peu près. Ce qui est déjà un beau volume. Oui, ce qui est déjà un beau volume, en dehors des plantes qui étaient déjà présentes, qu'on a mises en jauge et qu'on va réintroduire. Les jardins botaniques fonctionnent selon le principe de l'interéchange. Donc on va publier tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, une liste de l'ensemble des graines dont nous disposons. Je travaille avec 2 botanistes responsables des collections botaniques qui, à partir du mois d'août, vont aller herboriser, c'est-à-dire qu'ils vont sortir du jardin pour aller récolter des graines. Ces graines, on va les trier, ça fait partie des activités également qu'on met en place au mois d'août. Alors souvent, on gère ça en fonction du climat. C'est souvent une activité de mauvais temps. Ces graines, ensuite, on les conserve au frigo. Donc elles sont conservées à Grenoble. À Grenoble, on doit avoir, je crois, de mémoire, à peu près 3000 références de graines différentes, donc conservées en frigo, dans des petits récipients. Et puis à partir du mois de décembre, tous les jardins botaniques vont commander leurs graines. Donc on va récupérer les listes de graines, donc ce qu'on appelle l'index Séminum. Chacun des jardins botaniques publie son index Séminum. Et donc on va commander les graines qui nous intéressent. Il y a à un moment donné, là, sur décembre, janvier, février, mars,
des graines qui voyagent par voie postale, hein, ça voyage, donc ça nous arrive dans des petites enveloppes. Et puis on récupère quelques grammes de graines. Alors en fonction de la rareté des espèces, des fois c'est très très minime la quantité de graines qu'on reçoit. Des fois on peut recevoir 3 graines. Donc les chances de réussite sont très moyennes. Et à l'inverse, parfois on a des quantités qui sont très très importantes et qui sont même largement supérieures à nos besoins. Mais on ne les conserve pas finalement, on sème l'intégralité. Et puis après, on gère l'intégralité des plantes. L'index Siminum précise exactement la provenance des graines. Est-ce que ce sont des graines qui ont été prélevées dans le jardin botanique? Est-ce que ce sont des graines qui sont prélevées en milieu naturel, par exemple? Et puis, l'index Siminum précise exactement la provenance géographique. Donc en fait, ce sont des graines qui sont référencées. Et on sait d'où elles proviennent. Et puis elles ont, en théorie, été validées par le botaniste qui les a herborisées et qui normalement valide que c'est bien le bon genre et la bonne espèce de végétaux. Normalement. Ça arrive qu'il y ait des erreurs. Ça arrive qu'il y ait des erreurs. Parce que finalement, on n'est pas à l'abri d'hybridation entre les espèces. Et donc ça arrive parfois qu'on récupère des plantes qui sont un peu différentes de ce qu'on voulait. Dans nos massifs, toutes les plantes sont étiquetées avec un double étiquetage. On a un étiquetage qui est fait pour le public, parce que finalement, on est un jardin qui est ouvert au public, on est un centre pédagogique quand même ici, centre de recherche et pédagogique. Et puis, on a pour nous un petit étiquetage qui est caché dans les plantes et sur lequel on fait figurer le numéro d'introduction de la plante. C'est-à-dire qu'au final, toutes les plantes qu'on plante dans le jardin sont référencées par un petit numéro qui précise l'année de plantation et puis leur numéro de référence sur l'année. Une traçabilité complète. Voilà, il y a une traçabilité complète et puis on a une base de données qui référence l'intégralité des végétaux qui sont plantés depuis que la base de données a été mise en place, quoi. Donc, il y a un travail qui consiste à passer régulièrement dans le jardin pour vérifier finalement que l'espèce qui a été plantée correspond bien à ce qui était prévu au départ. Parce que finalement, il y a beaucoup de végétaux qui, tant qu'ils n'ont pas fleuri, sont difficilement déterminables. Et donc ça, c'est leur fonction première. Et leur fonction, c'est aussi de dire, là on se rend compte qu'on a des végétaux qui finalement évoluent mal, donc on va les arracher, on va les remplacer par un autre végétal. Le réchauffement climatique, il intervient, nous, au niveau du jardin, au niveau de, théoriquement, 2 facteurs. Le premier facteur, c'est la baisse d'enneigement. L'enneigement, il est essentiel. Il y a 3 mètres de neige ici. Le jardin alpin du Lautaret, c'est peut-être, à l'échelle mondiale, l'un des seuls jardins qui fait que les végétaux de collection alpine sont dans leur vrai biotope, ce qui n'est pas le cas quand vous allez au jardin alpin à Paris, par exemple. Il n'y a pas cet environnement spécifique, parce que l'environnement spécifique, c'est l'enneigement, les extrêmes climatiques, y compris en plein été. En plein été, on peut avoir de la neige dans le jardin au mois de juillet, au mois d'août, et l'après-midi, il peut faire 25-30 degrés. Donc les amplitudes thermiques. La charge en UV, on a une charge en UV ici qui est très très élevée. Hein. La sécheresse atmosphérique, l'air est très très sèche. Finalement, la neige, elle est essentielle, parce que la neige, elle joue une fonction de couverture en hiver, et en hiver, elle protège la souche des végétaux du froid hivernal. Parce qu'ici, les températures hivernales sont vraiment très très basses. Et donc, l'incidence du réchauffement climatique, premier, ça peut être ça, la baisse d'enneigement. Bon, pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire qu'on est confronté à ça, parce qu'en fait, c'est assez fluctuant d'une année à l'autre. Cette année, par exemple, on a eu une charge en neige qui était très très importante, et ce qui a même retardé l'ouverture de certains secteurs du jardin au public, tellement la charge en neige était importante. Par contre, le deuxième facteur, c'est plutôt une baisse de pluviométrie. Hein. Sur les phases de sortie d'hiver, printemps, c'est pas tellement là que c'est très marqué, c'est plutôt en période estivale. Et nous, on a vraiment cette incidence que si certains secteurs ne sont pas arrosés à partir de, on va dire, fin juillet, ça veut dire que tout le mois d'août, on est sur un jardin qui, en termes de floraison, est très très inintéressant. Il y a encore quelques plantes, mais qui sont très très diffuses. Là, cette année, on est sur une année exceptionnelle parce que l'enneigement a été très important. Donc il y a eu un apport d'eau à la fonte qui était très important. On a eu un mois de juin qui était plutôt assez humide, avec des températures pas très élevées. Et ce qui fait qu'en ce moment, on a un jardin qui est exceptionnellement florifère. Et la particularité, c'est que comme l'enneigement a été tardif, on a un décalage des floraisons des plantes printanières, alors que les plantes estivales à floraison actuelle sont déjà en fleurs. Donc on a une superposition des floraisons.
les printanières sont en fleurs en même temps que certaines floraisons estivales. Et là, en termes de floraison, c'est en ce moment exceptionnel, quoi. Est-ce que j'adore travailler ici? Par Oui, exemple. j'adore travailler ici. J'adore travailler ici parce que on est vraiment sur un jardin unique, à la fois par son histoire, un jardin unique parce que finalement ce n'est pas qu'un jardin, c'est aussi un centre de recherche, et puis exceptionnel par son environnement, hein. C'est, je le redis, peut-être le seul jardin alpin qui est vraiment représentatif d'un biotope naturel. Donc voilà, tout ça c'est exceptionnel, quoi. Et puis le paysage, c'est exceptionnel.